premier bouleversement littéraire de cette année 2024. Donc ce haul est également une excuse pour vous présenter les livres qui rejoignent ma pile à lire. Mon cerveau s'est dit il me le faut. Ce retournement de situation, je l'attends toujours. Je suis actuellement à Paris pour 2 jours. Voici ma petite chambre d'hôtel. Je vais pas tarder à partir, mais je voulais en profiter pour vous parler de ma lecture en cours qui est Life After Life de Kate Atkinson. C'est mon 2e livre pour l'instant de cette année 2024 et je peux vous dire que l'année 2024 commence très bien. En termes de lecture en tout cas, on suit l'histoire, ou plutôt les histoires, d'une jeune fille qui s'appelle Ursula qui, à chaque fois qu'elle meurt, renaît. Elle renaît vraiment dans le sens où elle revient vraiment au jour de sa naissance en 1910. Qu'elle meurt en 1915, en 1920, en 1930 ou que sais-je, elle revient toujours à ce jour du 11 février 1910 où elle naît. Ensuite donc Ursula, à chaque vie qu'elle vit, et on la voit réparer les erreurs et les événements qui ont fait qu'elle a fini par mourir lors de sa vie précédente. Et c'est pas toujours elle d'ailleurs qui répare ces événements, mais dans la plupart des cas, c'est elle qui a un pressentiment et qui réussit à réparer l'erreur ou à faire en sorte que l'événement qui a détruit sa vie auparavant ne se reproduise pas. J'adore ce genre de récit où quand tu le termines, t'as l'impression d'avoir vécu une vie entière à côté des personnages. J'ai l'impression d'être avec Ursula, d'être avec tous les personnages qui font partie de ce livre, parce que au-delà d'Ursula, on suit également la vie de sa famille, de ses parents, de ses frères et sœurs. Leurs relations à toutes et toutes sont écrites avec tellement de réalisme. L'autrice, elle n'a pas besoin d'écrire « Oh, vraiment, qu'est-ce qu'elle aime, son frère ?» Juste à travers les actions de eux deux assis sur un canapé en train de boire une coupe de champagne, on sent à quel point ils s'aiment. Mais il y a aussi des relations qui sont un peu plus déliées, où ils se voient pas souvent. Et notamment, le personnage principal a une relation un peu complexe avec sa mère. Et moi-même, au fur et à mesure des pages, j'ai des avis très différents sur les parents notamment. Par exemple, au début, le père, je me disais, oh là là, c'est vraiment un père typique du XXe siècle. Et la mère, justement, je la soutenais. Et au fur et à mesure, c'est un peu devenu le contraire, parce que la mère, à un moment, elle a des avis qui m'ont écœurée, alors que le père, lui, au contraire, il soutient beaucoup sa fille. Mais en fait, ce que je vous dis, ça dépend des vies qu'Ursula mène. Ce livre, c'est vraiment du racontage de vie. On suit vraiment le quotidien d'Ursula et des membres de sa famille et de ses amis, des gens qu'elle rencontre. Mais ce sont des scènes qui, souvent, pas tout le temps, mais qui souvent permettent non seulement de développer les relations entre les personnages, de nous montrer où en sont les relations avec les personnages, de nous montrer la complexité de leur personnalité, mais ça permet également à l'autrice de faire passer des réflexions et des propos, et quelquefois en quelque sorte des messages. Elle dénonce évidemment l'horreur de la réalité de la guerre, mais elle parle aussi surtout de la paix d'une manière assez particulière, et notamment on voit que la paix est quelque chose qui au final déprime un peu les personnages. Notamment on voit l'armistice de la Première Guerre mondiale dans ce livre, et c'est montré que l'armistice c'est un peu un jour comme les autres. Mais ça c'est vraiment montré à travers le quotidien, où en fait on suit des personnages qui sont des travailleurs, des paysans, et ils disent bah en fait faut se remettre au travail quoi, alors qu'il y a l'armistice. On voit également que l'armistice c'est vraiment une date qui est marquée, mais qui en soi au moment où les personnages l'ont vécu voulait pas vraiment dire grand chose, étant donné que leur mari, leur fils, leur frère n'étaient pas encore revenus du front. Et les personnages sont en mode ok, on nous dit que c'est l'armistice et que c'est la paix, mais moi j'attends que les personnes reviennent et passent la porte pour être sûr que c'est vrai. Et donc on voit que le jour de l'armistice au final, et ben c'est un peu un jour comme un autre. En même temps on fait la fête, on se sent un peu soulagé, mais en même temps c'est un peu un jour comme un autre. On voit aussi que la paix déprime un peu les personnages, parce que ok c'est la paix, mais tous les morts ne vont pas revenir.
même si c'est la paix et il va falloir tout reconstruire. Et il y a cette forme de mélancolie et de tristesse. Et toutes ces réflexions, l'autrice les fait passer à travers des scènes de vie, des scènes de quotidien. Il n'y a pas de longs paragraphes de réflexion. S'il y a des réflexions, c'est une phrase ou deux. Ce qui me pousse à continuer ce livre, et ce qui m'intrigue dans ce livre, c'est que le prologue nous laisse entendre qu'il y aura peut-être un retournement de situation. Après, c'est peut-être moi qui me dis qu'il y en aura un, alors qu'en fait, il n'y en aura pas. Mais en tout cas, le prologue nous laisse entendre que ce livre, c'est pas juste du racontage de vie et qu'il y aura un moment quelque chose qui va exploser. C'est pour ces éléments-là que j'aime ce livre, c'est le fait que on suit une vie entière, même des vies entières, qu'on suit vraiment les relations entre les personnages et surtout que des réflexions et des propos et des messages soient passés à travers des scènes du quotidien. Ça, j'adore, qu'il n'y ait pas des paragraphes super longs de philosophie sur la vie. Non, c'est vraiment montré à travers la vie et le quotidien. Et au-delà de tout ça, plane une atmosphère où tu sens que quelque chose va se passer. Et en tout cas, moi, c'est ce que le prologue m'a laissé envisager. Mais justement, ce que je me disais aussi, c'est que pour l'instant, j'adore ce livre. Pour l'instant, c'est un 5 sur 5. Mais ça peut aussi se retourner contre lui. C'est-à-dire que si la fin de ce livre me déçoit, si par exemple il n'y a pas vraiment de plot twist, ou en tout cas que les événements et les retournements de situation ne sont pas à la hauteur de mes espérances, mon amour de ce livre peut très vite dégringoler. Sur ce, je vous laisse, je vais aller profiter de Paris parce que je reste que 2 jours, donc c'est pas beaucoup. Je vais aller me balader, je vais faire des emplettes parce que j'ai des choses à acheter et je reviens vers vous dès que possible. Ça y est, je suis revenue de Paris. J'ai repris mon petit train-train habituel. J'ai pas pu faire un nombre incalculable de choses, mais j'ai tout de même fait des choses chouettes. Et notamment, je vous ai incorporé des plans dans ce vlog, car j'ai été à l'exposition sur Van Gogh sur ces derniers mois, quand il vivait à Auvers-sur-Oise. Je pense qu'au moment où je posterai ce vlog, l'exposition sera déjà terminée. En tout cas, c'était une exposition qui m'a beaucoup émue. C'est une exposition qui revenait sur les derniers mois de la vie de Van Gogh et c'était notamment une période fructueuse dans sa vie en tant qu'artiste parce qu'il a peint énormément de tableaux durant cette période parce qu'en fait il se sentait tellement mal qu'il a tout donné dans son art et d'ailleurs le médecin qu'il a rencontré à Auvers-sur-Oise il lui a dit mets-toi à fond dans le travail et donc il y avait la majorité des toiles que Van Gogh a peint durant les derniers mois de sa vie dont des toiles qu'il a peint quelques jours avant sa mort et même la toute dernière toile qu'il a peint le jour de sa mort. C'était une exposition assez émouvante et en plus des toiles, il y avait les textes explicatifs et il y avait aussi des objets. Notamment, il y avait une palette que Van Gogh a utilisée qui était exposée, un petit carnet de dessin avec des croquis. Donc j'observais les objets comme ça en me disant c'est ouf, il les a tenus dans ses mains. À la fin, quand je l'ai fini, j'avais vraiment l'impression, c'est comme si j'avais fermé un livre. J'avais vraiment l'impression qu'on m'avait entraînée dans l'histoire de Van Gogh durant ces derniers mois. Et j'étais assez émue quand j'ai terminé l'exposition. Mais après, mon problème, c'est que je passe beaucoup trop de temps dans les musées. C'est-à-dire que je m'arrête devant chaque peinture en l'analysant, etc. Ce qui fait que j'ai passé 3 heures d'exposition. Et évidemment, j'en ai profité pour passer dans une friperie. Ça va, j'en ai fait qu'une. Et j'en suis ressortie avec ma pépite. Je sais pas à quel point vous allez vous rendre compte de la magnificence de ce gilet. Je vais peut-être le mettre pour qu'on le voit plus, mais regardez-moi ce gilet avec ses fleurs brodées et les boutons qui sont absolument magnifiques et même les manches sont brodées. Les Kilo Shop c'est quand même assez cher, mais là j'ai vu ce gilet et mon cerveau s'est dit il me le faut. Il peut aussi faire office de manteau. Je l'ai mis hier pour sortir et c'était comme si j'avais un manteau parce qu'il est vraiment doublé, il est vraiment très chaud. En plus d'être absolument magnifique, je l'aime. Tu dis bonjour? Ah. T'en as marre de moi? Non, tu restes quand même?
C'est-à-dire qu'elle en a pas marre, c'est bien ça. Quitte à allumer ma caméra et à discuter avec vous, pourquoi pas vous faire un haul de mes cadeaux de Noël. Alors, au moment où je filme cette vidéo et au moment où vous la regarderez sans doute, le temps que je fasse le montage, etc., je pense que Noël sera déjà passé depuis quelques temps, mais je me suis dit que c'était quand même un contenu qui est sympa à regarder. Moi, j'adore regarder les hauls, et si ça peut vous donner des idées de cadeaux à offrir à vos proches ou quoi que ce soit, ben pourquoi pas le faire. Et surtout, j'ai reçu pas mal de livres. Donc ce haul est également une excuse pour vous présenter les livres qui rejoignent ma pile à lire et que je vais sûrement lire en cette année 2024. Comme ça vous donne un avant-goût de mes prochaines lectures. J'ai eu cette magnifique édition de Little Women de Louisa May Alcott dans une édition en hardback que je trouve absolument magnifique. J'ai précisé que j'aimerais une belle édition en hardback parce que Little Women, il existe 10 000 éditions de ce livre, mais surtout il y a de très belles éditions en hardback. Et donc, on m'a offert cette édition-là que je trouve très très jolie. Et en plus, c'est une édition qui va exactement avec l'une de mes éditions des Hauts de Relevant. Je vais vous le chercher. Il y a quelques temps, une amie m'avait offert cette édition des Hauts de Relevant, que j'ai maintenant 3-4 éditions. Tout va bien, mais c'est la même édition. Je suis trop contente d'avoir Little Women et donc je pense que je ne vais pas tarder à le lire. En fait, je sais pas parce que le prologue de Little Women commence à Noël et donc j'hésite à soit le lire là tant que c'est encore l'hiver ou alors j'attends l'hiver prochain. Je le lirai quand j'en aurai envie et même si c'est au beau milieu de l'été, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, je vais sûrement le lire en 2024. Ma maman m'a offert La prochaine fois que tu mordras la poussière de Panayotis Pasco. C'est un livre que je lui avais demandé parce que c'est un livre qui a pas mal fonctionné, même vraiment beaucoup fonctionné. Comme beaucoup de gens sans doute, je connais Panayotis Pasco depuis pas mal d'années et j'ai regardé son spectacle en 2023 et c'est un spectacle qui m'a beaucoup touchée parce que c'était à la fois drôle et en même temps il y avait des moments émouvants. La fin de son spectacle, t'as même pas envie de rire. Forcément son livre m'a intriguée. C'est un récit d'autofiction dans lequel Panayotis Pasco se livre sur son homosexualité mais aussi sur sa dépression et sur sa relation avec son père. Ça me fait beaucoup penser à Édouard Louis et comme vous le savez j'adore Édouard Louis qui est un de mes auteurs préférés. Dans cette idée d'écrire un texte d'autofiction et puis sur les thèmes de l'homosexualité, de la relation au père, tout ça, tout de suite ça m'a fait penser à Édouard Louis et je me suis dit mais en fait j'ai envie de lire ce livre. J'ai vu beaucoup d'avis de personnes qui ont été absolument bouleversées par ce livre, qui l'ont trouvé très beau et très triste, donc évidemment ça m'a donné envie. J'ai aussi vu des avis plus négatifs, donc je pars dans ce livre en me disant que je peux être déçue mais que je vais aussi peut-être adorer et être bouleversée. J'ai aussi été ravie de recevoir le dernier livre d'un de mes auteurs préférés, c'est L'Enragé de Sir Chalandon. Sir Chalandon, c'est un de mes auteurs préférés depuis de nombreuses années. Dès qu'il sort un livre, je le lis. Après, j'ai pas encore tout lu de lui, notamment ses premiers livres, mais ses derniers livres, je les ai tous lus, je crois bien. J'adore absolument son style d'écriture. Il utilise des phrases courtes qui sont brutes, mais en même temps, les mots sont choisis avec tellement de précision et de justesse, mais aussi de sensibilité. Et il y a aussi une forme de poésie et de beauté, mais tout cela se mélange magnifiquement bien et moi c'est une grande source d'inspiration quand j'écris sur Chalandon, j'avoue. Ce qui est important à souligner, c'est que Sir Chalandon était et est toujours journaliste et notamment reporter et donc il a été dans des situations de guerre et des situations sociales et politiques qui étaient extrêmement violente. Et donc à chaque fois que je lis un de ses romans, déjà je suis émerveillée par l'écriture et en plus j'apprends des choses sur notre histoire et sur des événements qui se sont déroulés et notamment l'histoire dont il parle dans ce roman, ce qui l'a inspiré à écrire ce roman, c'est un événement dont je n'avais jamais entendu parler. Dans la nuit du 27 août 1934, 56 gamins se révoltent et s'échappent de la colonie pénitentiaire pour mineurs de Belle-Île-en-Mer. La chasse aux enfants est ouverte, tous sont capturés. Tous, non. Aux premières lueurs de l'aube, un évadé manque à l'appel. Voici son histoire. C'est une manière de lier la réalité, l'histoire et la fiction que je trouve absolument incroyable. C'est vrai que je dois avouer que les derniers romans de Sir Chalandon que j'ai lus m'ont pas mal déçue. Après, c'était pas non plus des immenses déceptions, mais c'était pas à la hauteur d'autres livres de Sir Chalandon que j'ai pu lire. Pour faire simple, aucun autre livre de Sir Chalandon que j'ai lu
n'a pu arriver à la cheville du 4e mur, alors que ça fait quand même 10 ans qu'il est sorti. Donc c'est vrai que je pense que j'attends toujours de lire un Saoirse London qui m'émerveille autant. On m'a également offert, et celui-là depuis le temps que je voulais le lire, c'est This is How You Lose the Time War de Amal El-Mohtar et Max Gladstone. J'ai été très étonnée de voir à quel point ce livre est court. Il fait 200 pages et c'est écrit, je vais vous montrer le début pour éviter de spoiler, mais c'est écrit de manière très aérée. Ce livre a tellement de bons avis de personnes qui ont été tellement bouleversées et émerveillées par ce texte. Et quand je l'ai reçu, en voyant à quel point il était court, je me suis dit mais c'est incroyable d'avoir réussi à faire un texte qui bouleverse autant les gens tout en étant si restreint au final. Je vous avoue que j'ai énormément d'attentes pour ce livre, tout simplement parce que ce à quoi il touche sont des thématiques et des manières d'écrire qui sont totalement ce que j'aime et ce que je recherche en littérature. C'est-à-dire que ce livre parle de voyage dans le temps et en même temps il y a une histoire d'amour. Je connais pas le résumé par cœur parce que j'ai envie de découvrir, mais je crois qu'on suit deux femmes dans deux... pas des clans mais des patries différentes qui se combattent, je crois, qui tombent amoureuses l'une de l'autre alors que leurs pays sont en guerre. Et il y a aussi une histoire de voyage dans le temps dans tout ça. Donc moi, histoire d'amour, voyage dans le temps, guerre, je ne demande que ça. Ce livre est tout ce que je demande. Donc mes attentes sont très très hautes. J'espère de tout mon cœur être autant bouleversée que les personnes dont j'ai lu les avis sur internet. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'en 2024, c'est une de mes priorités. C'en est tout pour les livres. Alors c'en est tout, c'est déjà beaucoup. J'ai été gâtée à Noël. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces livres si jamais vous les avez lus. Ou alors, est-ce que vous aussi, ces livres vous donnent envie? Je voulais aussi vous montrer quelques petites autres choses que j'ai eues à Noël. Alors déjà, je sais pas si vous connaissez cet aspect de ma personne, mais je suis absolument fan de jeux de société. C'est-à-dire que je fais partie d'une association de jeux de société dans ma ville où on se retrouve régulièrement pour jouer à des jeux. Je ne m'en lasse pas en fait. Je pourrais jouer à des jeux de société pendant 24 heures entières sans me lasser. C'est... voilà, je sais pas si c'est inquiétant ou pas. Et pour prouver tout ça, avec mon amoureux, on a créé une chaîne YouTube où on parle de jeux de société. Je vous la mets dans le petit i si vous êtes intéressés. Je suis trop contente parce que à Noël j'ai eu Mot Malin, qui est un jeu auquel j'ai déjà joué en 2023 parce que notamment à l'association dont je fais partie, on y a pas mal joué et je l'ai mis dans ma liste parce que j'adore ce jeu. Vous disposez des cartes sur lesquelles il y a plusieurs mots et en fait il faut trouver un mot qui lie deux mots. Par exemple là, si vous prenez docteur et guitare, vous devez trouver un mot qui lie docteur et guitare et qui fasse en sorte que les autres, étant donné que c'est un jeu collaboratif, les autres puissent deviner que ce mot fait référence à docteur et guitare. Donc là, docteur et guitare, j'ai zéro idée. Ce jeu peut être très dur comme très simple. Notamment, j'ai joué à ce jeu avec une mamie et avec des enfants et ça a fonctionné, tout le monde a beaucoup aimé ce jeu et en plus c'est un jeu qui est assez simple à mettre en place, assez simple à expliquer. Voilà, je vous conseille 1000 fois ce jeu, je sais pas si j'en ai bien parlé, mais voilà, c'est fait. Et sinon je voulais absolument vous présenter ça. Mon coup de cœur de jeu de société de cette année 2023 s'appelle Bonanza. Je pensais que c'était un jeu qui était sorti récemment, mais en fait apparemment ça fait 10-15 ans que ce jeu est sorti. Et moi je l'ai découvert que cette année. Et c'est un jeu, tu vois la pochette, il paie pas de mine, mais c'est un banger. On peut résumer ce jeu comme étant un jeu de 7 familles, où ce sont des familles de haricots. Chaque famille est plus ou moins rare. Par exemple, il y a une famille, il n'y aura que 6 cartes dans tout le jeu de cette famille, alors qu'il y en a d'autres, ils apparaissent, ils font qu'apparaître parce qu'il y a 20 et quelques cartes dans le jeu. Et donc le but du jeu, c'est d'amasser le plus de points en récoltant le plus de membres de famille possible, et notamment les cartes rares. Si tu arrives à rassembler les 6 cartes de la famille, bah là tu sais que tu as un max de points. Mais la particularité de ce jeu, c'est qu'il y a un côté échange et commercialisation où tu peux dire bah là contre telle carte je te donne 2 de telle famille. Je pense que ce que j'aime autant dans ce jeu, c'est le fait qu'il y a zéro règle, dans le sens où évidemment il y a les règles avec les cartes et tout, tu peux pas non plus faire tout ce que tu veux, mais le moment des échanges, il y a zéro règle. C'est-à-dire que si tu veux passer 10 cartes en échange d'une, tu peux le faire, il n'y a rien qui t'en empêche et c'est hyper drôle parce que tout le monde a une manière différente de jouer et il y a moi des fois j'ai joué avec des copains mais ils sont sournois dans ce jeu. Mon amoureux a eu une idée merveilleuse, c'est-à-dire qu'il sait que je suis fan de Bonanza
Mais il sait également que je suis fan de Taylor Swift. Il a décidé de rassembler les deux, et donc il m'a créé Swiftanza, qui est un mélange de Bonanza et de Taylor Swift. Il a créé des cartes pour qu'on joue à Bonanza, mais version Taylor Swift. Bonanza, Taylor's version, concrètement. Dans le jeu original de Bonanza, on a des familles de haricots, et dans Swiftanza, le jeu que mon amoureux m'a créé, c'est les albums de Taylor Swift. Donc il y a la famille Red, la famille Reputation, la famille Folklore, etc. Moi, c'est la preuve d'amour dont j'avais besoin. Il n'y a qu'un seul exemplaire et c'est moi qui l'ai. Donc voilà, devenons amis, comme ça on pourra jouer à Swiftanza. Et d'ailleurs, en parlant de Taylor Swift, voilà ce que j'ai eu à Noël également. Voilà, que vous dire de plus? Regardez-moi cet intérieur. Absolument magnifique. Voilà, je l'aime, je suis contente. Taylor's version. Et en parlant de jeux de société, je voulais vous en présenter un autre, et cette fois-ci c'est un cadeau de moi à moi. C'est Holding On, la vie trouble de Billy Kerr. Pour tout vous avouer, j'ai pas encore joué à ce jeu de manière complète et finale, c'est-à-dire que j'ai seulement commencé à y jouer pour voir un peu comment ça fonctionnait. C'est un jeu narratif, et les jeux narratifs c'est mon type de jeu préféré, c'est-à-dire que c'est un jeu dans lequel il y a une histoire, un scénario et des choix à faire, et c'est pas que un jeu avec de la stratégie et tout. Dans ce jeu là il y a un minimum de stratégie avec du placement de pions, etc. On joue une équipe soignante au chevet d'un homme qui s'appelle Billy Kerr, et à chaque tour de jeu on monte la garde, et soit son état est stable et il va bien, ou soit son état se dégrade, et dans ce cas là il faut lui prodiguer des soins, et à chaque tour de jeu on peut, selon notre manière de le soigner, si on y arrive bien ou pas, recevoir des souvenirs de Billy d'une manière complètement aléatoire. Et donc on a des cartes avec des images qui représentent la vie passée de Billy. Le but du jeu, c'est de reconstituer la vie, l'histoire de Billy Kerr, et de comprendre ce qui lui est arrivé et pourquoi il en est arrivé là. C'est un jeu qui est assez compliqué parce qu'il faut gérer, maîtriser la partie stratégie, les pions à placer pour soigner Billy, pour recevoir des souvenirs, et les souvenirs qu'on reçoit quand on commence le jeu, c'est assez flou. Les jeux narratifs, c'est comme un livre et c'est comme un jeu vidéo. Je pense que si vous êtes des personnes qui aimez suivre des histoires, peu importe le médium, bah, intéressez-vous aux jeux de société, et notamment aux jeux de société narratifs. Il y a aussi les jeux de rôle, etc. Mais ça, c'est quand même différent, parce que là, dans ce jeu, on est quand même plus guidé, alors que les jeux de rôle, oui, on est guidé, mais il y a quand même une part très forte faite à l'improvisation et à nous-mêmes. Tout ça pour dire que, parce que je parle beaucoup de livres sur ma chaîne, mais si vous aimez juste être immergé dans une histoire et avoir votre part dans cette histoire, parce que c'est ça la force des jeux de société, bah intéressez-vous aux jeux narratifs. Bref, j'en ai fini de vous présenter mes cadeaux de Noël. J'ai été gâtée comme pas possible, et encore je vous ai pas tout montré parce que j'ai aussi reçu un gaufrier qui est la meilleure idée de cadeau qu'on pouvait m'offrir. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que déjà je dois aller travailler, et il faut aussi que je termine Life After Life de Kate Atkinson. Il me reste 100 pages, 150 pages, donc je pense que je vais tout lire ce soir parce que je suis tellement plongée dans cette histoire, dans les vies d'Ursula. J'aime toujours autant ce livre, c'est une expérience de lecture qui est assez unique, et je me sens tellement immergée dans la famille d'Ursula, dans toutes ses vies, dans tous les personnages dont on voit la vie, parce que oui, on est plongé dans la vie d'Ursula, mais on voit aussi comment se passe le quotidien de tout un tas d'autres personnages, et c'est un livre qui est tellement humain et plein de vie, et qui est déchirant à tellement de reprises, mais aussi tellement beau et plein d'espoir. C'est juste un livre magnifique. Là, je vous avoue que ce que j'attends pour ces 100 dernières pages, j'aimerais bien qu'il y ait un petit retournement de situation, ou quelque chose qui mène le livre dans une dimension en plus. Je pense que j'attends ça, parce que j'ai des théories un petit peu sur des choses, sur des personnages notamment. En ce moment, je me renseigne sur les manifestations littéraires de cette année 2024, notamment sur les salons du livre, etc. Parce que je me dis que ça peut être un excellent moyen de rencontrer des maisons d'édition, des éditeurs auxquels je pourrais parler de mon roman, pitcher mon roman. Parce que la rencontre directe, je pense que c'est un très bon moyen, et peut-être même le meilleur en fait, de pouvoir
mieux parler de son roman et créer un lien et pourquoi pas mener à un contrat ou quoi que ce soit, même juste se faire de contact, en fait c'est déjà une base incroyable. Donc je me suis renseignée sur toutes les manifestations littéraires, les salons du livre, etc. de cette année qui m'intéressaient dans le sens où mon roman, il a un genre particulier et je vais pas me ramener pour pitcher mon roman dans un salon du livre de fantasy, fantastique, SFFF. Ça me paraît assez évident. En recensant tout ça et en me renseignant, je suis tombée sur une rencontre avec des éditeurs qui se passaient dans une ville pas loin de chez moi, qui est la plus grande ville pas loin de chez moi. C'était présenté comme une journée interprofessionnelle durant lesquelles les maisons d'édition se présentaient leur ligne éditoriale, etc. Et après, on pouvait échanger avec les maisons d'édition. Et moi, j'étais en mode, mais oui, enfin c'est parfait, échanger et discuter avec des éditeurs. Déjà, le fait qu'ils présentent leur maison d'édition, objectivement, je trouve ça intéressant. Et puis, échanger avec eux, c'est encore mieux. Donc, j'ai envoyé un mail pour m'inscrire. Alors déjà, c'était toute une histoire parce que le site n'a pas recensé la bonne adresse mail, donc j'ai dû la trouver moi-même. Bref, et là je reçois une réponse, donc la personne très sympathique. Et là, à la fin de son mail, elle ajoute « Pouvez-vous juste me dire de quelle structure vous faites partie ?» Et là, les neurones de mon cerveau se sont connectés. Et j'ai donc compris que c'était une journée interprofessionnelle dans le sens où c'est entre personnes dans les métiers du livre, notamment des libraires qui viennent à la rencontre des éditeurs pour parler de leur ligne éditoriale, des prochaines sorties, pour que les liens se créent entre les librairies et les éditeurs. Donc c'est une journée pour les professionnels du monde du livre, mais pas du tout en mode grand public, venez à la rencontre des éditeurs pour pitcher votre livre. Donc en soi, dans les faits, je suis pas illégitime étant donné que j'ai un master métier du livre et voilà, je pourrais toujours dire que dans les faits, je suis professionnelle du monde du livre, même si actuellement je ne suis pas employée par quelconque structure. J'ai donc un seum intersidéral parce que dans ma tête, j'avais déjà commencé un petit peu à me dire que j'allais pitcher mon roman à des éditeurs, etc. Et en fait, j'ai fait erreur et cette journée n'est pas du tout là pour ça. Mais pourquoi c'était pas précisé sur le site que c'était que pour les professionnels du livre ? Je pense que pour eux ça semblait logique, mais pour moi ça n'était pas. Mais je ne désespère pas, j'ai recensé plein de salons du livre qui m'intéressent cette année. Donc j'irai et j'essaierai de pitcher mon livre et voilà, on y croit, Bélier veut croire en nos rêves. Je profite d'un moment d'accalmie au niveau de la météo car tout à l'heure il grêlait à foison. Donc là il y a un minimum de soleil mais il y en avait quand même un petit peu plus il y a 5 minutes. Je reviens pour conclure ce vlog et surtout pour vous présenter mon premier bouleversement littéraire de cette année 2024 qui est nul autre que Life After Life de Kate Atkinson. Déjà, parlons de la fin. La dernière fois que je vous ai parlé, je vous ai dit qu'il me restait à peu près 100 pages du livre et que j'attendais une sorte de retournement de situation, un plot twist même léger. Et moi je peux vous dire que ce retournement de situation, je l'attends toujours. L'autrice fait quelque chose dans son récit que j'avoue, je cherche toujours à comprendre. Je vais essayer de vous en parler sans trop vous en dire, mais pour résumer, il y a un personnage dans ce récit qui est très très secondaire. On sait qu'il est là, on sait qu'il existe, mais il n'est pas présent dans le récit, ce qui fait que des fois on l'oublie un peu, mais il est quand même régulièrement mentionné. Et moi forcément, en lisant ça, en voyant que ce personnage qui n'est pas important, mais qu'il est quand même toujours un petit peu mentionné, toujours un petit peu dans le fond du paysage de la vie des personnages, j'ai commencé à élaborer des théories sur ce personnage, vraiment hilarant quand j'y repense. Et en fait, au final, on s'en fout. Je vous ai dit aussi que le prologue de ce roman laissait croire que ça allait à un moment exploser. Et moi, je m'attendais à ce que cette explosion s'associe en quelque sorte à un retournement de situation. Et en fait, pas vraiment. Un plot twist ou un retournement de situation ou quelque chose qui amène un grand étonnement, en tout cas, je pense que j'aurais encore plus adoré ce roman et je pense qu'il m'a seulement manqué ça, une dimension en plus qui fait que le roman le regarde avec un regard différent. J'aurais beaucoup apprécié ça, mais ça m'a pas du tout gâché mon expérience de lecture et j'ai même trouvé la fin très belle. C'est un livre qui est magnifique, qui est bouleversant et qui pourtant est simple dans son approche étant donné que
c'est du racontage de vie, entre guillemets. Je pense qu'il y a une meilleure manière d'expliquer les choses, mais c'est vraiment un récit de vie. En fait, c'est vraiment, on est plongé dans la vie d'Ursula, dans les vies d'Ursula, dans ses quotidiens, parmi sa famille, et on suit les différents personnages, et même au-delà de sa famille, on suit aussi les amis, les voisins et les voisines, on suit vraiment la vie de tous ces personnages dans les scènes du quotidien. Et ces scènes du quotidien permettent d'apporter des messages et des propos, des idées, toujours avec subtilité et justesse. Elle n'insiste jamais sur les messages qu'elle veut faire passer, elle n'insiste jamais sur les émotions des personnages, juste elle raconte les scènes de vie et on comprend, et on ressent. Est-ce que si on répare une erreur, un événement, est-ce que ça n'engendrerait pas des répercussions derrière? Qu'est-ce qui fait qu'une vie vaut vraiment la peine d'être vécue? Qu'est-ce que c'est la paix au final? C'est un livre qui, toujours au travers des scènes du quotidien, pose toutes ces questions et qui fait passer des propos que j'ai trouvés très importants, notamment autour de la guerre. Évidemment, il y a elle nous montre vraiment la réalité de l'horreur de la guerre au sein du quotidien, parce qu'on est avec les civils. Au final, c'est quoi la paix? La paix ne ramène pas tous les morts et ne répare pas tous les traumatismes, tout ce qui a été détruit. Il y a aussi un passage, j'avais l'impression que l'autrice voulait montrer à quel point l'éducation sexuelle pour les jeunes était importante. Parce qu'on voit à quel point le personnage principal, dans une vie en particulier, ne sait rien de la vie sexuelle. Et à travers des conséquences de ça, j'ai trouvé que l'autrice nous montrait vraiment à quel point c'était important, en fait. Je trouve aussi que c'est un livre qui nous montre à quel point nos vies sont liées les unes aux autres. Il y a un passage dans ce roman, je peux pas trop vous en dire, mais en même temps, j'ai envie de vous le dire. C'est vraiment le premier passage qui m'a vraiment émue. Alors que quand tu lis la scène sans être dans le contexte, t'es en mode ok, c'est juste deux filles qui marchent ensemble sur une route, c'est pas si triste, mais dans le contexte du roman, les larmes quoi. Dans l'une des vies d'Ursula, une petite fille du voisinage qui est également une amie d'Ursula et notamment de son petit frère, il lui arrive quelque chose de dramatique qui entraîne sa mort. Et dans les autres vies d'Ursula, elle fait en sorte de sauver cette petite fille. Mais c'est pas un sauvetage héroïque ou quoi que ce soit. En gros, elle va la rejoindre au bord d'une route et elle la raccompagne chez elle. Et en plus, ce qui est magnifique, c'est que Ursula, à ce moment-là, c'est un instinct qu'elle a. Elle n'a pas vraiment conscience de sa vie précédente, elle ne se dit pas « faut absolument que j'aille retrouver cette petite fille, sinon elle va décéder ». Lire ce passage alors que dans la vie précédente on a vu, oui, ce n'est pas décrit mais on sait ce qui est arrivé à cette petite fille, les voir rentrer et voir cette petite fille être accompagnée chez elle, ça m'a tellement bouleversée. En soi, Ursula, dans cette vie-là, vu qu'elle n'a pas conscience qu'elle vient de sauver cette petite fille, pour elle, elle vient juste de raccompagner cette petite fille chez elle. C'est pas quelque chose d'héroïque, mais en fait, au final, c'est quelque chose qui bouleverse leur vie à toutes les deux. Même si tu fais quelque chose qui pour toi peut paraître minime, qui pour toi est un détail, mais en fait, peut-être que tu vas changer le cours de la vie d'une personne. D'ailleurs, j'ai appris que Life After Life a été adapté en série par la BBC, donc je vais jeter un coup d'œil à cette série. J'espère qu'elle sera aussi bouleversante et touchante et belle que ce livre. Avant de vous laisser, j'avais quand même envie de mentionner quelque chose par rapport à ce roman. Déjà notamment, il y a un trigger warning de viol, c'est-à-dire que la scène est décrite en un paragraphe, sauf que les conséquences et l'après de ce viol et tout ce qui l'entraîne et tout ce qui le chamboule dans la vie d'Ursula sont vraiment décrites, écrites pendant tout un pan du livre. Il y a quand même une bonne partie de ce roman, enfin une bonne partie, il n'y a pas non plus 400 pages dessus, mais il y a quand même une partie du roman qui montre les ravages du viol dans la vie d'Ursula. Et notamment, ça me fait aussi penser qu'il y a également un trigger warning de violence conjugale qui est extrêmement violent et qui entraîne à un moment la mort du personnage principal. C'est pendant
une vie qu'elle a. Donc pendant les autres vies, ça n'arrive pas, mais il y a quand même une vie où il se passe ça. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas s'il vous plaît de mettre un petit j'aime et aussi de mettre un commentaire. Si jamais vous ne savez pas quoi dire, je vous propose de mettre un emoji renard, comme sur la couverture de Life After Life. N'oubliez pas non plus, si le cœur vous en dit, de vous abonner à ma chaîne si vous appréciez mon contenu. En tout cas, moi je vous retrouve bientôt. Je sens que ça me fait plaisir en ce moment de tourner des vlogs et de romantiser un petit peu ma vie. Et aussi de tester des choses créatives et artistiques. Voilà, ça me fait plaisir. Donc vous aurez d'autres vlogs très prochainement. En attendant, prenez soin de vous, faites attention à vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.